Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Il y a 10 ans, le président chinois Xi Jinping a lancé l'initiative La ceinture et la route. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de ce projet et que peut-on attendre du forum du 3e sommet de la ceinture et la route pour la coopération internationale et comment cette initiative va-t-elle évoluer dans l'avenir? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yufan, chercheur à l'Institut Taihe, un think tank de haut niveau basé à Beijing. Et en visioconférence depuis Alger, Boukaba, ingénieur algérien. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Merci. Alors, je voudrais commencer par M. Ding Yufan. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire de cette initiative qui a été lancée il y a 10 ans? Bon, il faut dire que cette initiative a été très nécessaire et c'est une initiative qui a, d'une certaine manière, accéléré la reprise de l'économie mondiale. En fait, il ne faut pas oublier que l'initiative chinoise a été lancée au moment où l'économie globale était menacée par une récession profonde due à la crise financière internationale de 2008. De 2008 à 2010-2011, l'économie mondiale était dans une espèce de récession avec une série de crises financières. D'abord crise financière, puis crise de dette en Europe, etc. etc. Donc l'économie mondiale faisait face à une grande dépression et l'initiative chinoise servait à relancer la croissance. C'est un élan important pour pousser l'économie mondiale vers une voie de reprise. Et ça a été un grand succès. Si on regarde les 10 ans de bilan de l'investissement sur les projets de ceinture et route, ça a été un très grand succès. Et M. Boukaba, votre pays, l'Algérie, est un pays participant de cette initiative. Donc, quel est votre regard sur le bilan qu'on peut tirer de cette initiative? Je vais reprendre un peu ce qu'a dit M. Ding. Pour évaluer le succès ou l'échec d'un projet, il suffit de regarder les chiffres. Il y a 125 pays dans le monde qui ont adhéré à cette initiative, donc de la ceinture et la route. Il y a pratiquement la totalité des pays africains. Il y a, à ma connaissance, et je n'ai peut-être pas le dernier chiffre, il y a 43 pays africains qui ont adhéré à cette initiative. Et il y a même 6 ou 7 pays qui sont occidentaux qui ont également adhéré. Et on voit un peu l'accélération. Et quand on lit les études et les analyses des pays occidentaux, il y a de moins en moins de réticence. Et il y a de plus en plus de volonté d'y aller par peur de rester hors du processus. Donc, il y a cette accélération du processus d'adhésion. Donc, cette initiative, probablement, et pacifiquement, je l'espère, apportera les correctifs nécessaires à une bonne répartition et donc à une meilleure acceptation de cette initiative qui est unique dans l'histoire de l'humanité, qui en principe devrait aboutir à une plus grande justice sociale entre les différentes régions du monde, et l'objectif final étant le bonheur des personnes. Voilà. Oui, vous avez mentionné tout à l'heure l'évolution de cette initiative dans l'avenir. C'est bien sûr très intéressant. On va revenir un peu plus tard. Alors, je vais retourner vers M. Ding Yufan. Alors, quelles sont vos attentes concernant le forum du 3e sommet pour la coopération internationale, la ceinture et la route? Je pense que cette année, on va faire un peu le bilan du 10 ans de développement de ceinture et route. Et on va essayer de faire des propositions
pour un approfondissement de cette initiative dans l'avenir. En fait, M. Bokapa a parlé de cette initiative comme une initiative unique dans l'histoire du développement humain. En fait, c'est vrai, même si en comparaison avec le plan Marshall, donc le plan américain d'assistance à la reprise de l'économie européenne, le plan Marshall a duré 4 ans. Alors que déjà, cette initiative Ceinture et Route a duré 10 ans, mais on va projeter un plan de développement pour les prochaines 10 ans. Je pense. Je trouve qu'il y a vraiment une chose très intéressante là-dessus parce que finalement dans les presses occidentaux, cette initiative est souvent interprétée comme un plan chinois. Voilà, quel est votre point de vue? Je vais peut-être demander à M. Bokapa d'abord. Parce que vous avez dit que c'est une initiative. Oui, la comparaison du plan Marshall avec l'initiative de la ceinture et la route, c'est pas comparable. Le plan Marshall est un programme éminemment politique, orienté, qui a fait que par la suite, tous les pays qui ont profité de ce plan Marshall se retrouvent dans le giron américain et qui ne peuvent pas en sortir, alors que l'initiative de la ceinture et la route, essentiellement, n'est pas politique, elle est économique et commerciale. Et c'est justement sur ça, peut-être, que je voudrais intervenir et dire que, à l'occasion de ce 3e forum, il faut clarifier les choses par la dépolitisation de l'initiative et la dédogmatisation. Je ne sais pas si le mot existe. Parce que si on s'achemine vers une politisation, une dogmatisation des échanges, on se retrouvera avec des contradictions à un moment donné ou à un autre. Ces contradictions aujourd'hui n'existent pas, mais il y a la nécessité de réformer un certain nombre de concepts qui ont été hérités des institutions internationales au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que sont l'OMC, le FMI, la Banque mondiale. Toutes ces organisations-là ont été créées selon des critères d'évaluation précis qui devaient agir dans l'intérêt des pays occidentaux, et c'est tout. Parce qu'à l'époque, le tiers-monde n'existait pas, la Chine n'existait pas officiellement. Et là, je dirais 2 mots concernant les BRICS. Les BRICS sont un petit peu la pointe à l'aval ou en amont de l'initiative de la ceinture et la route. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les BRICS ont repris les critères d'évaluation et d'adhésion des organisations internationales, notamment de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale, en définissant l'adhésion par rapport au PIB. Or, quand on constate sur quelle base sont calculés les PIB des pays, je suis désolé, monsieur Ding est beaucoup plus économiste que moi dans ce domaine, mais il tient compte de critères absolument occidentaux et pas de critères, par exemple, sociaux. Ce que la Chine dépense pour le bien-être des Chinois, pour les sortir de la pauvreté, n'intervient pas dans le calcul du PIB, bien au contraire. Alors que la Chine a fait sortir 800 millions de Chinois de la pauvreté, ça ne rentre pas dans le calcul du PIB. L'Algérie, par exemple, qui subventionne un grand nombre de services, par exemple l'éducation gratuite, la santé gratuite, la subvention des produits d'alimentation de base, etc., ne rentre pas dans le calcul du PIB. Bien au contraire, il diminue le calcul du PIB. Ça veut dire que ces critères d'évaluation-là qui ont été hérités des institutions internationales, nées après la Deuxième Guerre mondiale, ne conviennent plus aujourd'hui. Ne conviennent pas à la majorité des pays, et particulièrement des pays en développement. Donc, il serait peut-être bien que lors de ce 3e forum, on discute aussi
des critères d'évaluation qu'il faut revoir. Les critères d'appréciation également. Alors, votre réaction, M. Ding Yufan? En fait, la notion de PIB a été proposée aux pays du monde seulement dans les années 80. Avant cela, même la mesure de différentes économies nationales n'était pas PIB, c'était PNB plus la production industrielle, la production agricole, etc., etc. Donc maintenant, on mélange tout. D'une certaine manière, le changement d'évaluation des économies du monde de PNP par PIB sert à promouvoir l'investissement étranger direct. Car, en fait, par ce changement de calcul et d'évaluation des économies, les institutions Bretton Woods, telles que le FMI, la Banque mondiale, etc., veulent promouvoir l'investissement étranger dans les autres pays. Disons que les PIB comprend aussi l'investissement étranger dans votre pays. Alors que lorsque compte la taille de l'économie par PNB, l'investissement étranger est exclu. On compte seulement son investissement extérieur. Donc c'était un peu pour cela ils ont manipulé un peu l'évaluation des économies mondiales, etc. Par exemple, aux États-Unis, si on regarde la structure du PIB américain, le service représente à peu près 80% de leur PIB. Alors dans le service, il y a beaucoup de choses qui sont comptés, mais qui ne comptent pas, en fait, qui ne comptent pas vraiment. D'ailleurs, en fait, le service américain représente une telle proportion, alors le service américain est très peu efficace. Très peu efficace, mais il gonfle les chiffres, il gonfle les statistiques. Par exemple, la livraison des choses maintenant avec le commerce électronique, etc. Les marchandises sont livrées à la maison, etc. Le service de livraison en Chine est beaucoup plus efficace à cause de la numérisation de l'économie, etc., etc. La livraison à domicile était beaucoup plus efficace en Chine, mais le coût était à peu près le 10e, celui des États-Unis. Donc le service, si on prend le PIB, le service en Chine n'est pas très important, mais le service est beaucoup plus efficace en Chine qu'aux États-Unis. Le chiffre de service est gonflé aux États-Unis, mais il est très peu efficace. Voilà. Le fait de prendre en compte des chiffres et non pas l'objectif de ces chiffres-là. L'objectif, c'est le bien-être de la population. Si moi je trouve un PIB extrêmement élevé et que de l'autre côté, j'ai 40 ou 50% de gens qui vivent dans la misère, alors quel est l'objectif de l'économie? Je me le demande. Je ne veux pas citer de nom de pays, mais des pays ont été évalués ayant un PIB très élevé, alors qu'ils ont une dette extérieure qui dépasse leur PNB de plusieurs fois, et qui ont un taux de pauvreté extrêmement élevé, mais on les a considérés comme étant des pays qui ont un PIB important, donc éligibles à certaines évaluations, à certains critères. Moi, je pense que le troisième forum doit absolument insister sur la nécessité de réformer le système d'évaluation internationaux. C'est absolument, ça n'a pas de sens. Parce que l'objectif de l'économie, l'objectif de la politique, l'objectif de tout ce que nous faisons, c'est le bien-être de la population. Si maintenant on n'arrive pas à ce bien-être de la population, alors à quoi ça sert si c'est pour avoir des chiffres? C'est comme une entreprise qui coupe une forêt. Plus elle coupe, plus son produit augmente, mais plus les dégâts augmentent. Mais on ne parle pas des dégâts, on parle
On parle seulement du nombre de mètres cubes de bois qui ont été coupés. Je crois que ce que vous dites, ça rejoint à l'accent de ce sommet, c'est effectivement un développement de haute qualité. Je crois que ce que vous dites, ça rejoint un peu à ça. Monsieur Demifan, est-ce que vous pouvez expliquer davantage cet accent mis sur la haute qualité? Qu'est-ce que ça va conduire concrètement? En plus, c'est une réalisation conjointe d'un développement de haute qualité. En fait, oui, il y a plusieurs sens à cet appel au développement de la haute qualité. D'abord, parce que la Chine a été critiquée, accusée d'entreprendre des projets de construction des infrastructures qui ne sont pas de bonne qualité. C'est d'abord une réponse à l'accusation des pays occidentaux vis-à-vis de ceinture et route. D'abord à ça. Parce qu'ils critiquent la Chine d'entreprendre des travaux d'infrastructure, etc., qui ne sont pas de bonne qualité. Ils disent que l'Union européenne et les États-Unis ont lancé un projet de construction des infrastructures, etc. Le projet de l'administration Biden est appelé 3BW, Build Back a Better World, construire un meilleur monde, etc., etc. Mais comme si leurs projets de construction d'infrastructures sont de haute qualité et celles de Chine ne sont pas. Voilà, c'est une réplique à leur accusation, à leurs propositions. En fait, si vous regardez les récents travaux d'infrastructure réalisés aux États-Unis, en comparaison avec les travaux d'infrastructure en Chine ou dans le monde, entrepris par des entreprises chinoises dans le monde, eh bien, le résultat est parlant. Car aux États-Unis, ils ont construit, par exemple, leur première ligne dite de TGV entre Miami et Orlando. Le premier train a écrasé une voiture. Bon, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule parce que le train à grande vitesse ne roule pas dans des conditions non fermées. Mais là, le train dit de grande vitesse américain roule dans des conditions où les voies ferrées n'étaient pas fermées. Donc c'est ça, c'est la réalité. En plus, les niveaux, depuis ces dernières années, on voit des ponts en construction s'écrouler aux États-Unis. Eh bien, leur qualité d'infrastructure est vraiment très pauvre. Bon, mais si on regarde les qualités, dernièrement, on a inauguré la première voie de TGV en Indonésie, entre Jakarta, donc leur capitale, et Bandung, la ville qui a été la site de la première conférence afro-asiatique, etc., etc. On voit la différence. La bonne qualité, c'est les infrastructures de la très haute qualité. Donc il y a d'abord ça. Mais puis, en plus, on veut promouvoir un développement de haute qualité parce que le monde a besoin d'un meilleur développement, c'est-à-dire un modèle de développement compatible avec la protection de l'environnement, un mode de développement qui serait compatible avec la réduction de l'émission de gaz carbone. Tout cela sont des types de développement de haute qualité. Et dans ce domaine-là, la Chine est en train de dépasser le monde entier. La Chine est devenue le plus grand producteur d'énergie renouvelable, par exemple. La capacité de production d'énergie renouvelable en Chine dépasse la demande d'énergie dans beaucoup de pays développés. Par exemple, plus grande, notre capacité de production d'énergie renouvelable est plus grande que la demande d'électricité au Canada, par exemple. Et dans beaucoup d'autres pays, pas seulement ça. Donc cela montre que la Chine va promouvoir ce genre de modèle de développement de haute qualité qui serait compatible avec la protection de l'environnement et compatible avec les objectifs
de contrôle sur l'émission de gaz carbone, etc., etc. Justement, vous avez parlé de développement vert et on voit qu'au cours des 10 dernières années, la Chine a lancé avec 31 pays un partenariat vert dans le cadre de la ceinture et la route. Donc, pouvez-vous nous expliquer davantage les résultats concrets dans ce domaine? Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que le développement de qualité n'a pas été bien défini. C'est quoi le développement de qualité? Par exemple, quand vous avez des régions entières, je parle de l'Afrique, où il y a très peu de développement, donc on est obligé d'acheminer tous les biens de consommation sur de très très grandes distances, donc il y a forcément de la production de CO2, comme a dit M. Dean. Donc il faut redéfinir un peu ce concept de développement de qualité. Développement de qualité, c'est faire en sorte que les déplacements des biens et des services ne se fassent pas sur de trop grandes distances. Donc, avant, on avait une route, la route de la soie. La soie était produite en Chine et consommée dans le reste du monde. Mais par la suite, la soie s'est développée dans d'autres régions du monde et les déplacements ont été moindres. Aujourd'hui, la Chine, ce qu'elle est en train de faire est très judicieux en essayant de développer des régions entières en Afrique dans un cadre de partenariat, de coopération, gagnant-gagnant, bien entendu. C'est-à-dire qu'on transfère le développement. On ne transfère pas que les marchandises, mais on transfère également le développement. Ça permet de fixer les populations, ça permet de diminuer les migrations clandestines et souvent dramatiques, et ça permet d'élever les niveaux économiques, culturels, scientifiques de ces régions défavorisées. Redéfinir le développement, ce développement de qualité, c'est très lié avec le développement durable, le développement vert. Par exemple, le reboisement. Le reboisement massif est une nécessité absolue, encore, qu'il est encore plus important, je dirais, que la lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'avec le reboisement de masse, d'abord, c'est faisable, ce n'est pas impossible, et la Chine a démontré ce reboisement massif dans des régions désertiques qui étaient restées très longtemps désertiques et qui aujourd'hui sont devenues des forêts et des régions de verdure. Donc le succès est garanti avec des moyens, et c'est possible. Les technologies ne sont pas très complexes, c'est faisable. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'opiniâtreté, et il faut beaucoup de volonté politique pour aller dans ce sens. Nous avons fait le barrage vert. Bon, il faudra peut-être le revoir un peu, qui a permis un peu de freiner l'avancement du désert. Donc ces actions-là vont aller dans le sens du développement de qualité, de haute qualité. On va ensuite parler d'un autre sujet qui intéresse beaucoup les participants. Par exemple, l'ancien Premier ministre du Kyrgyzstan a évoqué cette question lors d'un discours qu'il a fait sur cette initiative. Il a évoqué la possibilité d'un Silicon Valley qui inclut les pays d'Asie centrale. Donc, M. Ding, quel est votre regard sur ce sujet de développement numérique dans le cadre de la ceinture et la route? En fait, dans le cadre de la ceinture et de la route, on a inclus beaucoup de choses. On a commencé par la construction des infrastructures, chemins de fer, ports, des routes, etc. Mais on a fini par impliquer beaucoup de coopération dans beaucoup d'autres domaines, y compris la construction des parcs industriels, la construction d'une Silicon Valley aussi. C'est une initiative du ministère dans ce cas-là, parce qu'ils ont des matériaux
ils ont des matériaux, silicone, etc. Ils veulent en développer et dans ce cas-là, la Chine est un grand consommateur, importateur de ces matières premières. Mais la Chine avait l'habitude d'importer aussi des produits finis, des États-Unis, etc., c'est-à-dire des puces, des semi-conducteurs, des produits semi-conducteurs, etc., comme les États-Unis ont l'intention de monopoliser et d'utiliser des produits semi-conducteurs comme un instrument de stopper la Chine sur sa voie de développement, etc., la Chine se sent obligée de développer sa propre industrie semi-conducteur, bien qu'elle ait dans le passé un secteur semi-conducteur pas très développé. Mais depuis ces 3 dernières années, nous avons fait des progrès remarquables dans le domaine de l'industrie semi-conducteur. Monsieur Ding Yifan, je vais revenir vers vous pour terminer. On voit que maintenant, cette conférence qui va avoir lieu, à ce sommet qui va avoir lieu en Chine, donc il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'articles écrits sur l'économie chinoise. Et on voit que le Bureau national des statistiques a récemment publié des données économiques de la Chine pour les 8 premiers mois de l'année. C'est des indicateurs importants qui relèvent quand même une croissance supérieure aux attentes. Mais en même temps, on voit dans la presse une certain décryptage des retraites des capitaux étrangers de la Chine et des sujets similaires. Donc, quelle est votre analyse sur la situation économique chinoise pour le moment, dans l'avenir et donc, pour revenir sur notre thème, l'évolution de cette initiative, la ceinture et la route dans l'avenir? En fait, oui. On avait espéré qu'après la pandémie, il y aurait un rebond de l'économie chinoise, mais on n'a pas constaté cela avant le mai dernier. Mais à partir du mai dernier, on a assisté à un taux de croissance plus accéléré de l'économie chinoise. Juin, juillet, août, il y a eu un retour de la consommation avec les vacances, etc. Maintenant, à partir de septembre et octobre, il y a un rebond de l'économie chinoise. Il n'y a pas de problème. Il y a un peu plus d'investissement dans tous les domaines. La consommation est en croissance. Mais seulement, il y a effectivement 2 secteurs de l'économie ont eu un peu plus de problèmes. C'est l'exportation et l'investissement étranger direct en Chine. Il y a un peu moins d'investissement étranger direct en Chine, à cause de ces problèmes, de ces conflits géopolitiques. Ces conflits géopolitiques parce que l'administration Biden, comme la communauté européenne ou la Commission européenne, ont fait adopter des mesures pour forcer des entreprises étrangères en Chine à faire un choix. Donc, du coup, ces entreprises commencent à hésiter. En dépit de la performance de l'économie chinoise, ils hésitent parce qu'ils ont peur qu'un jour ou l'autre, eux-mêmes seraient sous la sanction de leur propre gouvernement. Donc ils ont peur, ils commencent à se préparer contre une éventuelle sanction de leur gouvernement contre un investissement en Chine ou contre le commerce avec leur pays d'origine. Donc ils commencent à diversifier leur investissement. Donc il y a un abaissement de l'investissement étranger direct en Chine. Mais en fait, tout cela est remplacé par des investissements chinois, car il y a, là où il y a demande, il y a l'offre. Donc il y a beaucoup d'investissements chinois qui sont en train de remplir le vide laissé par des entreprises étrangères en Chine. Donc il n'y a pas de problème. Alors je vous remercie M. Ding Yifan et M. Pokapa d'avoir participé à notre émission. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.